Vous êtes à Kinshasa, dans la province centrale, dans la ville de Matadi. Vous êtes à Kwango, Kikwit ou dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes aussi en dehors de la République démocratique du Congo, mais vous avez l'occasion de nous regarder sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans notre Congo. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, c'était là un documentaire que nous vous avons proposé à l'occasion de la Journée internationale de l'action pour la santé de la femme, journée célébrée le 28 mai. Il y a 2 jours déjà, nous avons célébré donc cette journée. Et à l'occasion, nous vous avons proposé ce document produit par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Et j'espère en tout cas qu'à travers ce document, vous en savez un peu plus sur la situation de la santé de la femme, non pas seulement dans le monde, en Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo. Et nous allons tout de suite recevoir nos invités et nous allons continuer à abonder dans le même sens, c'est-à-dire la santé de la femme et plus précisément la santé des jeunes et des adolescents. Ben voilà, nous recevons pour vous 3 personnes. En fait, ils sont venus parler de la même chose sous différents volets. Eh bien, je vais commencer par Madame Yvonne, Yvonne Kavuo. Bonjour Madame, vous venez représenter ici l'ONG Tear Fund. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette ONG? Oui, merci Bibiche pour l'invitation. Je suis Madame Yvonne Kavuo et je travaille avec Tear Fund, qui est une organisation confessionnelle qui s'occupe essentiellement du développement, mais aussi des questions liées à la santé, mais aussi des questions d'urgence, surtout dans les milieux qui sont affectés par la guerre dans notre pays. Ok, merci madame. Il y a monsieur Jesse Wamachabo. Vous êtes là pour le compte de IRH. IRH, c'est l'Institut pour la santé de la reproduction. IRH, en fait, c'est Institut for Reproductive Health. Health, voilà. En français, nous traduisons par l'Institut pour la santé de la reproduction. Bonjour, et vous êtes aussi le coordonnateur du projet Passage, dont nous allons parler tout à l'heure. Et il y a le docteur Pierrot Mbela, et vous êtes là pour le compte de Save the Children. Un mot sur Save the Children? Oui, Save the Children, madame, c'est une ONG internationale qui est spécialisée en matière de promotion des droits des enfants. Nous avons des grandes thématiques principales. Nous travaillons pour la protection de l'enfant, nous travaillons pour la santé de l'enfant, de manière générale, le bien-être de l'enfant, mais également nous travaillons dans l'éducation. Okay. Voilà, et Save the Children d'ailleurs qui signifie sauver les enfants ou sauvons nos enfants, pour être plus simple. Alors nous parlons du projet Passage. C'est un projet qui a été lancé tout récemment d'ailleurs, et ce projet, il est conduit, si vous voulez, par l'Institut pour la santé de la reproduction, et vous êtes le coordonnateur de ce projet, monsieur Jesse. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Pourquoi Passage, et c'est quoi ce projet en fait, de Passage? Oui, le projet Passage, c'est un projet qui est financé par USAID et exécuté par un consortium d'organisations, entre autres IRH, qui est Institute for Reproductive Health,
de l'université Georgetown de Washington. Il y a aussi Tia Found, il y a Save the Children, il y a ACFPSI, il y a FHI 360 et il y a GIAS avec l'université Johns Hopkins. Alors, ce sont là les partenaires avec lesquels nous travaillons dans ces projets et chaque partenaire a son rôle bien fixe dans le projet. Et le projet Passage, comme vous venez de le dire, il a comme objectif d'améliorer l'utilisation des services de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes. Et là, quand nous parlons des jeunes, nous voyons 3 catégories. Il y a les très jeunes adolescents, dont l'âge varie entre 10 et 14 ans. Et il y a aussi le couple de jeunes mariés et les nouveaux parents, dont l'âge varie entre 18 à 24 ans. Et nous ne sommes pas arrêtés à cette tranche d'âge-là, parce que, vu les réalités de terrain, nous sommes allés aussi de 18 à 30 ans. Donc, du côté des couples de jeunes mariés et des nouveaux parents, nous aurons à considérer 2 tranches d'âge. Le projet Passage, comme vous le constatez, et vous me dites qu'est-ce que c'est Passage. Passage, comme vous le savez, c'est un mouvement. On passe d'un côté à un autre ou d'un point à un autre. Et si nous regardons bien nos groupes cibles, nous voyons que les groupes cibles ici, ce sont des gens qui traversent des moments charnières de la vie. Donc, nous avons les enfants qui atteignent l'âge de la puberté, c'est un mouvement. Il y a aussi... un passage. Oui, ça fait un passage. Il y a aussi les jeunes hommes et femmes qui se marient. Ils ont été des célibataires, ils se marient, ils font aussi passage. Il y a aussi de nouveaux parents. Ils ont été peut-être des mariés, mais sans être parents. Maintenant, ils deviennent des parents. C'est aussi un autre passage. Voilà pourquoi nous l'appelons un passage. Parce que aussi même dans l'objectif de ce projet, c'est la transformation. Or, le mot transformation a une place de choix, je m'excuse. Et comme le mot transformation a une place de choix, et transformation, ça signifie aussi passage. C'est-à-dire passer d'un point à un autre. D'une étape de la vie à une autre. Voilà. Et le projet Passage veut transformer les normes sociales pour arriver à l'amélioration de services de planification familiale, etc. Vous voulez passer par la transformation des normes sociales qui influencent, nous le savons, le comportement des gens et notamment des jeunes. Quelles sont les normes, disons, auxquelles vous voulez vraiment vous attaquer? Et d'ailleurs, si vous voulez, en passant, vous pouvez nous définir les normes sociales. Qu'est-ce que vous entendez par normes sociales? Oui, les normes sociales, moi je les considère dans le projet comme d'abord les croyances partagées au niveau des communautés sur ce que les autres font. Et ça peut aussi, les normes sociales peuvent aussi être définies comme des attentes sociales sur ce que les gens doivent ou ne doivent pas faire. Et nous cherchons à transformer les normes sociales, oui, mais ce ne sont pas toutes les normes sociales. Parce qu'il y a des normes sociales qui sont des valeurs universelles que nous ne changerons pas. Mais ce que nous cherchons à transformer, ce sont des normes sociales nuisibles ou néfastes. Par exemple, des normes sociales liées à l'inégalité entre les sexes, les normes sociales liées à la violence conjugale, les normes sociales qui empêchent les hommes et les femmes à accéder à la planification familiale ou à la santé sexuelle et reproductive. Voilà, ce sont là les normes sociales que nous voulons transformer. Je crois que mes collègues peuvent aussi avoir à dire. Oui, et je crois qu'ils peuvent aussi peut-être me compléter. Voilà, nous y arrivons d'ailleurs. Le projet Passage, pour s'exécuter, s'appuie sur 2 volets. Oui. Il y a le volet Bien Grandir qui est mené par Save the Children et le volet sur la transformation des masculinités, famille, foi mené par Tia Found. Alors le docteur Pirot, vous allez nous parler de ces volets Bien Grandir. Alors nous restons sur la question des normes sociales. Oui. Alors quelles sont les normes qui sont nuisibles bien entendu,
qui compte en fait, que vous voulez transformer dans le cadre de ce volet bien grandir. Oui, en fait, je voudrais d'abord essayer de motiver cette approche, l'approche de Bien transformation de normes sociales pour faire la Ok. promotion des activités santé et de la D'accord. reproduction en milieu de jeunes. Vous savez, vous étiez avec nous à l'atelier et vous avez vu la présentation du directeur du PNSA qui est revenu sur les indicateurs santé et la reproduction des adolescents et des jeunes. Et vous avez vu, si je peux rappeler ici, qu'il y a 20%, environ 20% des adolescentes dont l'âge varie entre 15 et 19 ans qui mettent au monde chaque année. Et c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Et parmi les facteurs qui favorisent ces situations-là, il y a les normes sociales. Et ces normes qui sont liées au genre. Voilà pourquoi nous avons pensé, donc le projet de manière générale a pensé que lorsqu'on va axer nos interventions sur la transformation des normes sociales, il y a lieu de faire la promotion des activités de santé et de la reproduction. Pour ce qui nous concerne, JSL a introduit, nous allons beaucoup plus nous occuper de la dimension bien grandir du projet, donc pour les très jeunes adolescents dont l'âge varie entre 10 et 14 ans. Et tu sais que c'est là même que l'adolescent, à l'âge déjà de puberté, il cherche à confirmer une identité. Et c'est important et à ce niveau-là d'inculquer certaines valeurs. Et les valeurs, nous les tirons à des moments dans les notions de genre. Parce que je donne un exemple qui est dans le projet, c'est dans un ménage, lorsqu'il y a les filles, il y a les garçons, il faut que les garçons apprennent déjà qu'ils peuvent aider leurs sœurs avec les travaux ménagers. Ce sont des choses plus simples parce que les familles, ce sont les espaces de socialisation des normes. Donc, si un enfant déjà à l'âge de 10 ans, même plus tôt, il sait que je peux avoir le temps pour aider ma sœur parce que moi, je suis un garçon à travailler à la maison et elle peut avoir le temps pour faire ses devoirs, pour faire les TP. C'est déjà une valeur qu'on inculque à cet enfant-là. Voilà. Il va grandir avec cette valeur-là et il saura que je peux aider les filles, elles peuvent aussi faire leur travail, elles peuvent aussi faire leurs devoirs. À un moment donné, elles peuvent faire aussi les travaux ménagers. Moi, je peux aussi avoir le temps de faire les devoirs. Et si elle comprend déjà cette notion-là dès le bas âge, il va grandir avec cette notion et ça va l'aider dans la vie future. Il y a d'autres aspects des choses, c'est par rapport aux violences domestiques. Il y a des enfants qui grandissent dans des ménages où il voit chaque jour le papa qui tourne sur sa mère et ça entre dans sa tête. Lui pense que donc un bon garçon, c'est celui-là qui doit tonner sur les filles. Un bon papa, c'est celui-là qui doit tonner sur sa femme. Donc, si l'enfant déjà dans le foyer, il grandit dans un foyer où il n'y a pas de scènes de violence domestique, ce sont des valeurs qu'on inculque à cet enfant-là. Et il va grandir en respectant une fille. Et il va grandir en respectant, il va respecter sa femme. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, c'est pas intéressant de commencer tard, il faut commencer tôt. Donc bien grandir, ça veut dire tout simplement que vous voulez aider les enfants qui doivent arriver à l'âge adulte à bien passer, bien faire ce passage, à bien grandir. Bien grandir dans le passage vers l'âge adulte. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi facile de changer des normes comme ça qui sont établies, hein? Un enfant qui a grandi comme ça ou qui grandit comme ça, dans un espace comme ça où il vit ces genres de réalités, vous pensez que c'est facile d'arriver à transformer ces normes, si vous voulez, ces principes même oui. Bon, en fait, je dirais que c'est pas facile et ce n'est pas impossible. Donc, vous savez que, comme je viens de le dire, l'âge d'adolescence, l'adolescent cherche à se confirmer. Il cherche à se développer son identité. Et c'est à cet âge-là qu'on doit agir, qu'on doit inculquer certaines valeurs. Et je disais, dans le cadre écologique de l'intervention Bien Grandir, nous intervenons à différents niveaux. Donc, il n'y a pas seulement, nous ciblons pas seulement l'adolescent, nous ciblons également les parents de l'adolescent, nous ciblons également
les enseignants, parce que dans différents lieux de socialisation des normes, en dehors de l'Église, il y a les écoles, il y a nos familles, il y a la communauté. Voilà, il y a un autre volet de l'étude qui s'occupe de la question qui sont dans l'Église, mais nous sommes dans les écoles. Mais je voudrais aussi insister parce que en dehors de l'école, il y a la Fondation Bill et Melinda Gates qui a également donné des fonds pour appuyer un volet avec les enfants non scolarisés. Donc, en dehors des enfants qui sont dans les écoles... Donc, il y a des enfants scolarisés et les enfants non scolarisés que vous avez ciblés. Alors, je vais vous poser une question. Comment ça va se faire concrètement sur le terrain, cette étude? Mais nous allons d'abord faire parler Madame Yvonne qui nous regarde, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi par rapport à la transformation des masculinités. OK? C'est vous qui êtes chargé en fait de ces volets-là, de cette étude, les masculinités, la famille, la foi qui intègre en fait... masculinité, famille et foi. Masculinité, famille et foi. Qu'est-ce que vous entendez par cette approche de masculinité? Merci Bibiche. Mes collègues, ils viennent en fait de circonscrire le cadre de l'étude et les différents volets. Et le volet masculinité